Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Léa, que j'ai déjà reçue lors d'un épisode précédent, et elle va nous parler aujourd'hui de son deuxième métier d'accompagnatrice périnatale, de plus formée au thérapeutique bain bébé. Eh oui. Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, c'est un plaisir de te voir. Je suis contente de tourner ce deuxième épisode avec toi, en tout cas, et voilà, d'élargir un peu toutes ces connaissances Et oui, que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc, effectivement. est-ce que tu pourrais commencer par te représenter pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier épisode? Comme ça leur donnera peut-être envie d'écouter. C'est ça. Donc, je suis Léa Lergès, je suis ostéopathe de formation initiale, spécialisée en périnatalité et consultante en lactation et BCLC. Donc, j'ai poursuivi mes formations et mes études finalement pour pouvoir accompagner les parents un peu plus largement autour du sujet de la périnatalité. Et donc, je suis devenue accompagnante périnatale avec des formations spécifiques d'accompagnement parental et périnatal. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu proposes comme divers accompagnements? Alors, c'est très varié en fait. Ça vient depuis la préconception finalement, après la naissance. Voilà, pendant la grossesse, je peux proposer le massage femme enceinte. Je fais aussi de l'accompagnement découverte en allaitement et en portage physiologique, en prénatal et postnatal. On va avoir effectivement le thérapeutique bain bébé, donc le bain de Sonia. On va avoir la réflexologie plantaire des bébés. On va avoir le massage bébé, le rituel du rebozo pour la maman. Et j'en oublie certainement. Mais c'est vrai que c'est une activité que j'aime beaucoup parce que c'est très global. Et finalement, ça retrouve un petit peu le schéma de l'ostéopathie qui est très global aussi sur les prises en charge. Et ça me permet en fait de pouvoir suivre les familles depuis avant la naissance, après la naissance. Et souvent, ça finit sur de l'ostéopathie aussi en suivi. Donc voilà, ça permet de garder le contact. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur chacune de tes petites spécialités? Chacune des formations? Oui. Alors, en fait, j'ai découvert le thérapeutique bain bébé de Sonia en 2019. J'avais eu ma première fille en 2018. On avait eu un démarrage un peu compliqué, en tout cas. Enfin, on n'avait pas forcément eu des conseils de maternité sur le bain très doux. Quand j'ai eu Loulou, on était encore sur des consignes de savonnage à l'extérieur du bain. On trempe, mais pas trop longtemps pour que le cordon se mouille pas. On ressort vite, on rhabille vite, on fait tout vite et voilà. Et donc, Loulou, ça a été un bébé qui a beaucoup éclairé dans le bain pendant les 2 mois et demi premiers de sa vie. Et c'est très difficile à vivre parce que c'était des hurlements, et donc, au printemps 2019, je découvre une vidéo du bain de Sonia. Et en voyant la vidéo, je me dis, mais c'est pas possible que les parents devraient connaître ça. On ne devrait jamais laisser personne galérer comme ça a été dur pour nous pendant 2 mois et demi, ces pleurs, ces hurlements dans le bain, avant le bain, pendant le bain, après le bain. C'est pas possible, qu'on peut pas rester comme ça. Et donc, j'ai appelé Sonia et je lui ai dit, écoute Sonia, si jamais tu formes, je serais intéressée pour être formée au bain bébé parce que voilà, dans mon coin, ça n'existe pas. Et on peut pas laisser des parents vivre ce que moi j'ai vécu en fait. Et donc Sonia m'a dit, écoute, bah voilà, ta personne me plaît beaucoup, tu me plais beaucoup, ton histoire me parle. Bah si ça t'intéresse, du coup, je forme plus maintenant en cabinet, mais j'ouvre mon école en septembre. Et donc en septembre 2019, je suis débarquée à l'école du bien-être. J'ai fait la toute première session de formation. Premier module à l'ouverture de l'école, j'y étais et c'était le massage bébé. Et donc voilà, on a fait, c'est comme ça que j'ai commencé mes formations à l'école du bien-être. Et donc j'ai commencé avec le massage bébé, qui était une formation de 2 jours pour en fait le principe c'est de permettre aux parents de se sentir à l'aise de masser leur bébé. Donc en massage bébé, en réalité c'est pas nous qui massons le bébé. Nous on va montrer les gestes sur poupon. Et le but, c'est que ce soit les parents qui posent les mains sur leur bébé, qui prennent contact et voilà, qui partagent des moments chouettes avec leur bébé.
J'ai enchaîné avec la formation en massage femme enceinte, qui était très très chouette aussi, pour apporter voilà un moment de bien-être à la future maman. Le massage femme enceinte, on peut le pratiquer depuis le 4e mois de grossesse, grosso modo, jusqu'à la fin. J'ai eu l'occasion de faire un massage femme enceinte à une maman qui a fini par accoucher une semaine plus tard. Donc voilà, pendant le 9e mois. Donc, quelle que soit la taille du bidou, finalement, on peut s'adapter et adapter le positionnement de la maman pour qu'elle soit très confortable pendant le massage. Donc voilà. J'ai fait aussi une formation du coup sur la réflexologie plantaire bébé. C'est une formation pour pouvoir c'est des protocoles en fait que j'ai parce que je suis pas réflexologue à la base. Donc c'est vraiment des protocoles en fonction d'un symptôme, on va venir appliquer un protocole de pression au niveau des pieds en fonction des zones de réflexologie plantaire. Et c'est spécifique au bébé. Donc voilà, donc je peux traiter sur des pieds de bébé jusqu'à environ en réalité jusqu'à 7 ans. J'ai fait la formation d'accueil du nouveau-né pour justement permettre aux parents d'identifier un petit peu les émotions qu'ils vivent et comment accueillir un bébé le plus en douceur pour le bébé et pour les parents, pour avoir finalement une arrivée à la maison la plus tranquille possible. J'ai fait également une formation en portage physiologique qui était vraiment une initiation à l'école du bien-être que j'ai complétée là récemment avec la formation monitrice de portage à l'EDPP, à l'école des professionnels de la périnatalité à Trévoux, avec Isabelle Certelon, qui est une pointure dans le rad du portage. Enfin, Isabelle, c'est une personne absolument extraordinaire. Donc voilà, quand je me suis posé la question de me dire je vais aller la chercher la formation monitrice de portage, je savais que ce serait avec Isabelle, ce serait pas à l'école du bien-être parce que je l'avais eu sur l'initiation à l'école du bien-être et quitte à passer la formation monitrice de portage, je voulais que ce soit avec elle. Donc voilà. Et je suis allée chercher cette formation monitrice de portage parce que on a des portages, disons que l'initiation, c'est les règles un peu générales sur comment guider le parent sur un achat d'écharpe, quels sont les différents tissus, comment on utilise ces différents tissus. Et puis, mais finalement, quand les bébés sont à terme et que tout va bien. Et en fait, en ostéopathie, je vois beaucoup de bébés à reflux, à coliques, avec des petites pathologies, des désagréments qui font que le portage, en fait, on va pas porter de la même façon ces bébés-là. Et donc, c'est en formation de monitrice de portage qu'on voit vraiment toutes ces spécificités-là. Donc, en monitrice de portage, qui me reste, je suis en cours de validation. La thérapeutique bain bébé, pourquoi elle vient en dernier? Parce que je l'ai faite en dernier dans mon package de formation initiale. Je l'ai passée avec Sonia, dans les mains de Sonia Krief, qui est la personne qui a créé en fait le thérapeutique bain bébé. Et du coup, je l'ai passée en janvier 2020. Ça a été 2 journées assez incroyables cette formation-là parce que on revoit finalement tout ce qui va être pour les parents de qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant la naissance, le vécu des parents sur cette naissance-là. Et dans l'eau, en fait, on voit le vécu des bébés, de la grossesse, de la naissance. Et en fait, ce thérapeutique d'un bébé, il a cette notion de thérapeutique dans le sens où, entre nos mains, on ouvre un espace d'expression au bébé dans l'eau. En fait, dans l'eau, il va retrouver ses sensations intra-utérines, puisqu'il était dans un milieu aqueux, même si c'est liquide amniotique, c'est pas de l'eau, mais voilà, c'est un milieu liquide dans tous les cas. Et en fait, avec l'enveloppement du lange, il va retrouver de la contenance, comme il l'avait au niveau utérin. Donc en fait, dans le thérapeutique bain bébé, quelquefois, on peut avoir ce qu'on appelle des renaissances. C'est-à-dire que le bébé va venir revivre par le fait qu'il est dans un milieu aquatique, par le fait qu'il est enveloppé dans un lange, en fait, ça lui donne de la contenance. Et en fait, ils vont se replonger un petit peu dans le monde intra-utérin. C'est pour ça que ce bain-là, en général, on va le pratiquer dans le premier mois de vie du bébé, généralement plutôt dans les 21 premiers jours de sa date de terme prévue. Parce qu'effectivement, pour les prématurés, par exemple, on va pouvoir proposer le thérapeutique bain bébé finalement à partir des 3 semaines du terme prévu. On peut le faire avant. Mais on sait que jusqu'à 3 semaines après le terme prévu, on est encore avec des bébés qui vont avoir un instinct qui va rester quand même intra-utérin finalement dans le ressenti. Et c'est vrai qu'en fait, nous, le principe dans ces bains-là, c'est qu'on va démarrer le bain et on va pouvoir ouvrir un espace d'expression au bébé dans les mains, dans l'eau. On va lui permettre de faire des mouvements s'il a besoin de faire des mouvements, de venir chercher des sensations. Voilà, on ouvre un espace d'expression dans le bain. Et on a des bébés, quelquefois, qui vont nous faire des mouvements qu'ils ont fait à la naissance ou
ou qui vont aller chercher une position qu'ils ont eue dans le ventre de la maman pendant toute la grossesse, une position un peu spécifique pour les bébés en siège, par exemple. Et puis, dans tous les cas, ça, c'est vraiment pour le côté thérapeutique du bain. Et dans tous les cas, en fait, ce bain enveloppé, même si on n'est pas forcément sur un côté thérapeutique vraiment visible, c'est un moment de calme, de détente du bébé, pour les parents de voir leur bébé aussi détendu, complètement relâché dans l'eau. C'est des moments qui sont absolument géniaux. Et quand on voit que le bébé finalement est bien détendu dans le bain, on va très très vite passer la main aux parents pour qu'ils puissent eux vivre ce bain, avoir les petits codes, les petites choses à mettre en place pour pouvoir le refaire ce bain. Alors ils vont pas pouvoir le refaire sur le plan thérapeutique comme on peut le faire nous, puisque voilà, Sonia en formation thérapeutique d'un bébé, elle sélectionne vraiment des professionnels qui sont en contact à la base avec des bébés, qui ont l'habitude de manipuler des bébés pour former au thérapeutique d'un bébé. Et en ostéo, on manipule déjà des bébés, donc finalement, on sait les tenir, on va pas les faire glisser, même si le milieu aquatique est très différent au niveau du soutien. Mais voilà, et du coup, on va passer la main aux parents pour qu'ils puissent recréer des bains en contenance, en toute sécurité, avec le linge, et qu'ils puissent vivre des moments de détente avec leur bébé, même après le thérapeutique d'un bébé, sans aucun problème. Ok. Donc, voilà. Et donc, on voit d'autres personnes faisant des bains pas thérapeutiques d'un bébé. Oui, pas le thérapeutique d'un bébé. C'est quoi la différence? Alors, la différence, elle va être dans le fait que, alors, à l'origine, le bain enveloppé, tel que le pratiquent d'autres personnes, c'est un bain qui a existé en service de néonatologie depuis des années. Parce qu'ils les font en soin aux bébés prématurés. C'est un bain qui est prescrit comme un soin, le bain enveloppé, pour les bébés prématurés. Parce qu'ils ont besoin, ils sont sortis trop tôt en fait, donc ils ont vraiment besoin de retrouver cette contenance. Et en fait, des fois, ça leur permet de s'apaiser énormément dans l'eau. Et en fait, la Sonia, ce qu'elle a permis à un moment donné, c'est de donner de la visibilité à ce bain enveloppé. Et Sonia, elle a travaillé en institution pendant des années en fait, donc elle, de son côté, par ses vidéos, les gens ont connu visuellement ce qu'était le bain enveloppé pour les bébés à terme. Elle, avec ses années d'expérience, elle a amené cette dimension de thérapeutique à juste le bain enveloppé. Étant donné son expérience des bains bébés, voilà, elle a su nous guider sur la formation pour qu'on vienne chercher certaines positions spécifiques au niveau de nos mains sur les bébés pour que, si jamais le bébé se met à brasser dans le bain, qu'on soit dans la capacité de l'accompagner sans qu'il y ait de risque d'immersion, sans qu'il y ait des choses comme ça. Les autres personnes qui proposent le bain enveloppé, alors c'est un peu compliqué parce qu'en réalité on n'a pas réellement de délimitation au niveau des bains, et puis le fait que Sonia fasse le buzz sur le thérapeutique d'un bébé, il y a d'autres personnes qui se sont dit on va former, donc aujourd'hui on a des bains sensoriels, on a des bains, on a plein de noms de bains différents, il y a le bain des merveilles, il y a le bain, voilà, beaucoup de noms de bains différents qui sont des bains enveloppés où les personnes qui vont donner les bains enveloppés, en fait, alors, il y a des personnes qui vont le donner elles-mêmes et passer la main aux parents. Sonia essaye un petit peu de faire encadrer les choses de façon à ce que les personnes qui pratiquent le bain avec les mains dans l'eau avec le bébé soient des professionnels de santé, qu'ils aient été formés, qu'ils soient au fait des pathologies que peut avoir un bébé aussi jeune et de la physiologie des bébés, et qu'en fait, les personnes qui vont pratiquer le bain, du coup, soient vraiment des personnes professionnelles de santé formées spécifiquement. Et donc, sur le principe, le bain enveloppé, c'est un bain que les professionnels, en fait, vont accompagner les parents, mais c'est les parents qui font le bain. Dans le sens où, voilà, on n'a pas forcément des professionnels de santé qui sont formés à ce bain-là. Finalement, le bain enveloppé, en fonction des formations qui sont dispensées, on peut avoir certains organismes de formation, par exemple, qui forment où toute la formation est en ligne. Donc, alors ça, c'est la grosse bataille. Mais oui, on a des formations qui sont disponibles où on va avoir un package de 10 formations en ligne pour une somme pas très très haute. Et dedans, on a le massage bébé, le massage femme enceinte, le bain enveloppé, tout ça. Mais c'est des personnes qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas été encadrées dans la pratique. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il y a une réglementation il faut qu'elle soit faite. Et voilà, sur les bains enveloppés, en fait, il faut vraiment que les parents viennent se renseigner sur quelle a été l'école de formation de la personne qui le propose, parce qu'il y a des écoles qui sont très sérieuses, comme le DPP à Trévoux,
voilà, les personnes qui font le bain enveloppé, elles sont formées en présentiel. Mais on sait qu'aujourd'hui, comme c'est pas encadré, on a des formations où les gens se forment en ligne sans aucune pratique avec du support vidéo pour donner des bains bébés. Donc, Ok. voilà. La nuance. C'est ça. La grosse nuance, elle est là, elle est sur le niveau de formation qui est apporté et le fait qu'aujourd'hui on n'a pas de réglementation, donc on peut avoir des choses très très différentes. Et au niveau de la sécurité des parents et des bébés, c'est important qu'ils puissent vérifier que c'est une personne qui soit formée de manière sérieuse en présentiel pour que cette personne finalement participe au bain. Donc Ok. Donc, je suppose que tes journées, elles se ressemblent pas? non, j'ai pas de journée qui se ressemble. C'est vrai que entre les journées qui vont être plus sur le thème de l'ostéopathie, j'ai tendance à travailler en demi-journée. Souvent, je fais de l'ostéopathie famille et ça me prend une demi-journée. Thérapeutique bain bébé, quand je me déplace à domicile, du coup, c'est souvent 2 heures, 2 heures et demie. Donc finalement, ça prend assez facilement une demi-journée aussi. Donc c'est vrai que oui, mes journées sont très différentes. Je peux avoir de l'ostéopathie, du bain bébé, des consultations en allaitement. Des fois des mix, ostéo, consulte allaitement. Je propose des prestations un peu groupées quelquefois, où quand je me déplace en thérapeutique bain bébé, en fait, je permets qu'en même temps on puisse faire une consultation lactation. Oui, qui fait que je reste plus longtemps, histoire que les parents puissent être sûrs qu'on ait le temps d'en parler et d'évaluer ça. Donc voilà, dans ces cas-là, je reste 3 heures et demie. Donc là, on est vraiment sur la demi-journée posée. Mais voilà, dans tous les cas, le but c'est de prendre le temps et de s'adapter au rythme du bébé, de façon à ce que quand je me déplace, voilà, c'est pas j'arrive à telle heure, il faut que bébé soit réveillé, nourri, tout ça à telle heure. C'est j'arrive à telle heure, en fonction de où on en est dans la journée, je vais m'installer en premier, ou on va discuter en premier, ou on va essayer de faire le bain assez vite parce que ça va peut-être être maintenant le moment et après, on sera peut-être en attente d'une tétée ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment pour s'adapter au rythme de la famille. Oui, tu dis pas, c'est une prestation de 2 heures et au bout de 2 heures, je m'en vais, quoi. Non, c'est vraiment adapté. Et puis, quelquefois, on arrive dans des maisons où il y a besoin de plus. Et il y a un réel besoin. Et dans ces cas-là, on repart pas en laissant les parents dans le besoin d'explications, voilà. Quelquefois, sur les bains, on voit quand même des vécus de naissance qui sont très compliqués. Et des fois, pas que la naissance, la grossesse aussi, la conception. Et émotionnellement, on peut pas laisser les parents dans des états émotionnels très très forts. Il faut qu'on puisse échanger après, de façon à ce qu'ils puissent comprendre un petit peu analyser les choses, redescendre, voilà, et poser des questions s'ils ont besoin de poser des questions. On prend le temps qu'il faut. Tu travailles principalement avec les particuliers, pas les professionnels sur cette partie-là? Non, sur cette partie-là, j'ai pas encore eu l'occasion, même si j'ai quelques crèches qui m'ont demandé si ce serait possible de faire des ateliers du coup pour les parents, massage bébé, des choses comme ça. Donc on va voir si ça se met en place, ce serait chouette. Mais voilà, et puis j'ai la volonté aussi sur l'allaitement de pouvoir former notamment les accueillantes, les asthmates, sur les sujets du portage et de l'allaitement maternel. Parce que souvent, elles savent, elles sont souvent un peu perdues. Elles ont eu des années et des années de bébé au biberon. Donc, quelquefois, l'allaitement maternel, pour elles, c'est pas naturel. C'est ce qui est biologiquement naturel. Bon, voilà. Et du coup, qu'elles puissent avoir le même principe qu'avec des parents, des informations fiables, qui leur permettent d'accueillir au mieux un bébé allaité, qui est un bébé comme un autre, finalement. Si ce n'est qu'il y a un peu la gestion du lait de la maman au milieu, en parallèle, et la prise du biberon, comment on l'organise et quels sont les rythmes d'un bébé allaité, qui devrait être le rythme de tous les bébés, mais les bébés au biberon vivent d'une façon qui n'est pas forcément très physiologique pour eux, donc par rapport à leur stade de développement. Mais bon, voilà, donc j'ai cette volonté vraiment de pouvoir proposer de la formation aux personnes qui vont prendre le relais des parents après. Parce que si les parents peuvent avoir confiance en la personne à qui ils donnent le relais, en fait les choses se passent mieux. Et plus les asthmates seront formées, et elles sont demandeuses. J'ai pu le voir au salon Essentiel et au salon Famille en Folie. J'ai des asthmates qui sont venus me voir en me disant mais est-ce que vous formez? J'ai pas encore ce statut de formatrice. Et je suis en train de voir avec l'organisme de formation pour pouvoir proposer quelque chose, un contenu. Mais oui, ça serait essentiel et elles sont demandeuses. Donc, pour que, voilà, les choses se passent un peu plus en transition douce. Ok. Donc, du coup, tu travailles avec d'autres professionnels? Un petit peu. Je travaille en réseau avec d'autres professionnels, oui. J'ai une sage-femme qui me connaît très bien, qui m'envoie beaucoup de mamans desquelles on ressemble, donc elle sent que
il y a de la tension, de l'émotionnel, des choses à relâcher, elle me les envoie pour qu'on puisse faire soit via le thérapeutique bain bébé, soit les séances d'ostéo, soit les problématiques d'allaitement. Parce que finalement, la formation de consultante en lactation et BCLC me donne un niveau de formation d'allaitement qui est avec mes 170 heures de formation spécifique à l'allaitement maternel. En réalité, dans le coin, je suis une des personnes les plus formées en allaitement maternel. Donc, j'ai des sages-femmes quelquefois qui me demandent un relais sur le suivi de certaines patientes où elles me disent là, je suis pas sûre. Est-ce que tu peux aller voir? Et voilà, on fait la consultation et j'échange beaucoup avec les sages-femmes sur ces sujets-là. Ouais. Un petit travail d'équipe. Un travail d'équipe, oui, tout à fait, tout à fait. Quels sont les horaires de travail de ton activité? Les horaires de travail, effectivement, c'est très variable. Le matin, je commence à 9h parce que je pose mes filles à l'école. C'est un petit plaisir du matin. Donc, je commence à 9h le temps de déplacement sur la première intervention. Et puis, après, le but, ça va être de pouvoir faire les consultations et les prestations avec les papas. Donc, quand on arrive sur le thérapeutique bain bébé, par exemple, en général, c'est le premier mois. Donc, le premier mois, maintenant, avec les congés des papas, on arrive à les avoir le premier mois en journée. Mais par contre, quand on fait des ateliers portage ou des consultations allaitement un peu plus tardives, du coup, ça va être moins en journée, ça va être plus le soir, ça va être éventuellement le samedi. Voilà, je sais que les samedis, j'essaye de rendre disponible les samedis matins. Les samedis après-midi, ça va dépendre des week-ends. Mais voilà, ça m'arrive régulièrement de travailler le samedi pour pouvoir permettre au papa d'assister à tout ça. Et puis, Faut être adaptable. Faut être flexible. Ouais, c'est clair. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, j'avais envie d'aborder quelque chose sur ces compétences-là. Moi, dans mon parcours, le fait d'avoir été maman et d'être passée par les difficultés, ça m'a quand même permis d'avoir, plus de recul quelque part sur les situations et puis plus de compréhension sur le vécu que peuvent avoir les parents. Donc, les choses à avoir pour faire ce métier, mine de rien, d'avoir eu des enfants, ça donne une expérience, même si on s'appuie pas là-dessus en pratique quotidienne, mais on arrive peut-être mieux à percevoir certaines choses. Donc, il y a ça. Et puis après, l'observation de ce qui se passe, de ce qu'on capte un petit peu des parents, de la dynamique familiale. Pour les bains bébés, on a aussi une notion d'installation, des choses qui vont être assez poétiques, qui vont susciter l'émotion, même si l'émotion, de toute façon, elle est là pour les parents, mais voilà, on fait attention à certains gestes, des gestes qu'on va pas faire parce que ça peut être perçu, et surtout qu'on tient leur bébé dans nos mains. Donc voilà, on fait attention aux gestes qu'on fait. Faut être très attentif, très très attentif. Donc et une écoute absolue. On est là pour écouter les parents. Souvent, ils ont besoin de décharger des choses qu'ils ont vécues lors de la naissance de leur enfant, ou dans le postpartum immédiat, ou pendant la grossesse. Et l'écoute, elle est hyper importante. Ils en ont besoin. Et malheureusement, dans le monde médical, aujourd'hui, il n'y a pas forcément le temps d'écoute. Donc, c'est important de pouvoir le donner sur les interventions qu'on fait. Puis, il faut être un petit peu pédagogue aussi. Parce qu'il faut savoir évaluer les personnes qu'on a en face, comment leur proposer les choses pour qu'elles puissent les entendre. Voilà, il y a un côté très adaptatif aussi. Il faut savoir se rendre disponible et voir comment les gens réagissent. Quel est le chemin pour leur amener les choses et qu'ils le prennent bien. Oui. Parce qu'on sait que le postpartum, les parents sont souvent épuisés. Je parle de postpartum en disant les parents et pas juste la maman. Voilà, quand on est fatigué, on le sait, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus émotionnellement, on est beaucoup plus fragile aussi. Donc voilà, on va proposer les choses de façon à ce que ce soit très bien perçu par les parents, que ça leur paraisse pas agressif, qu'ils aient pas l'impression en fait qu'on vient intervenir dans leur situation parentale. Oui. Le but, c'est de les envelopper et qu'ils le vivent bien. Et c'est vraiment là, ça c'est très très important. Ouais. L'observation et puis l'écoute. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de la part des familles? Il y a beaucoup de demandes d'accompagnement. Ouais. Ça c'est clair. Il y a un besoin qui est réel parce qu'aujourd'hui les jeunes parents, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé en ostéo, mais ils sont très isolés souvent de la famille. On a des parents qui déménagent à l'autre bout de la France pour des raisons professionnelles, où ils n'ont pas forcément un réseau d'amis disponible de la même façon qu'ils ont dû s'éloigner de leur famille. Donc, on a coutume de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, en France, culturellement, les villages, on les a plus. Et donc, les parents peuvent pas aller piocher dans les exemples qu'ils ont autour d'eux, puisqu'ils n'ont pas forcément d'exemples proches autour d'eux. C'est là que l'accompagnement parental, finalement, on vient remplir un espace qui est laissé vide
culturellement parlant. Et c'est là qu'il y a énormément de demandes. Ils ont besoin de cet accompagnement, ils ont besoin, l'accompagnement médical est essentiel pour être sûr que tout va bien. Mais ils ont aussi besoin qu'on les enveloppe un petit peu, ces parents, et qu'on leur amène un peu de douceur, un peu d'écoute, de compréhension, sans jugement, sans conseils non sollicités. Dieu sait que dans le monde de la périnatalité, on a beaucoup de conseils non sollicités. Que ce soit pour l'allaitement, pour le sommeil des bébés, combien de fois on entend aux parents et il fait ses nuits, le bébé, il a 2 semaines. Non, il fait pas s'il fait ses nuits à lui, à la limite, mais non, il fait pas 8 heures, c'est pas possible, physiologiquement, pour ce bébé-là. Donc, on a beaucoup d'idées reçues. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a énormément d'études qui sont sorties et qui nous prouvent aujourd'hui que, culturellement, on n'était peut-être pas au top sur l'éducation des enfants, et aujourd'hui, on a peut-être moyen de faire mieux. Faut s'en donner les moyens. Donc, la demande est assez forte. Ouais. Et comment on se démarque de la concurrence? Alors, moi, j'ai une chance à la base, c'est qu'étant ostéopathe, déjà, je fais partie de la catégorie des professionnels de santé. Donc, j'ai des bases avec en plus la formation spécifique que j'avais faite en ostéopathie périnatale sur la santé des bébés, la santé des mamans, grossesse postpartum, qui fait que s'il se passe quoi que ce soit pendant une intervention, une prestation que je fais, d'un niveau santé, je peux alerter, je peux renvoyer vers le médecin, parce que j'ai ces connaissances-là de la physiologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment démarquer. Je sais que à l'époque où je passais justement la formation massage femme enceinte, pour la valider, je devais renvoyer à l'école 5 dossiers de femmes enceintes à qui j'avais massé avec leur retour à elles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles avaient pensé de la prestation et tout ça. Pour pouvoir avoir mes 5 femmes enceintes, parce qu'il fallait que je renvoie le dossier dans le mois et demi, donc il fallait quand même être réactif. Et en fait, j'avais fait que le massage était gratuit. Et j'en ai beaucoup qui m'ont dit, en fait, si vous aviez pas été ostéopathe, je vous aurais pas appelé. D'accord. Parce que elles se sentaient en confiance, le fait que ça soit une ostéopathe qui propose ça. On a déjà un métier en ostéopathie qui est manuel, donc pour certaines prestations, ça rassure les parents. Et puis après, voilà, moi je suis allée chercher des formations qui sont très professionnalisantes, qui sont très sérieuses. Mon titre de consultante en lactation et BCLC, je prêchais pour ma paroisse. Pour moi, c'est le top du top de la formation en lactation. C'est une certification qui est reconnue à l'international, qui garantit une recertification tous les 5 ans. Il faut repasser des équivalences et un contrôle continu. Donc, les parents avec cette certification-là, ils ont la garantie que je continue à me former en allaitement, que je vais pas rester sur mes acquis. Et puis, voilà, en portage physiologique, bon, je suis en train de passer mon diplôme de monitrice de portage, mais je suis allée sur cette formation-là parce que pour moi, c'était essentiel d'avoir une formation. Mon public en ostéo, c'est des bébés qui ont des soucis. Donc, en portage, les bébés à reflux, c'est des bébés qu'on peut pas poser. Quand ils ont vraiment les brûlures du RGO, les parents, ils sont épuisés parce que c'est des bébés, et si on les met à l'horizontale, le reflux remonte, ça les brûle. On ne peut pas poser ces bébés-là. C'est très compliqué à vivre et les parents sont épuisés. Et l'outil de portage physiologique, c'est un outil qui va leur sauver la vie. Enfin, un peu de choses vraies, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça va leur permettre déjà de sauver les bras, les épaules, le dos, parce que du coup, ils vont avoir un outil qui va leur permettre de pas porter toujours à bras. Donc, on excite les tendinites de l'épaule. C'est déjà pas mal. Et puis, comme ils peuvent pas poser leur bébé, s'ils font des siestes, s'ils font des choses comme ça avec bébé sur eux, parce qu'ils peuvent pas le poser, au moins le matériel de portage permet d'être sûr que le bébé ne tombe pas. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir ces formations qui sont allées chercher des sujets très spécifiques dans chaque cas, de façon à pouvoir accompagner les parents, non pas que sur l'ostéo, mais éventuellement d'avoir aussi plein d'autres conseils dans d'autres domaines, mais qui vont accompagner et qui vont aider les parents à mieux vivre leur quotidien. Est-ce que tu te sers des réseaux sociaux pour te faire connaître? C'est presque obligatoire. Les réseaux sociaux aujourd'hui, et surtout que je suis actuellement en pratique exclusivement à domicile. Donc, en fait, j'ai pas de visibilité passive du fait d'avoir un cabinet, d'autres professionnels autour, et que du coup, les autres professionnels, les gens passent, voient qu'il y a une plaque d'ostéo, bon, voilà, ils s'arrêtent, ils décrochent le téléphone ou des choses comme ça. En domicile, la visibilité, elle est absolument nulle. Donc, si on passe pas par les réseaux sociaux, on n'a pas de visibilité. Donc aujourd'hui, connu quand on fait que du domicile, ça passe par le réseau de professionnels qui nous connaissent et qui vont éventuellement nous renvoyer des parents quand ils y voient une nécessité. Et puis effectivement, les réseaux sociaux, beaucoup. J'ai un flocage de voiture aussi, ça c'est pas mal. Ah oui. Je suis pas une anecdote rigolote. Un jour, j'étais sur la rocade contournement de Bourg
Et dans mon rétro, alors j'ai mon flocage de vitre arrière de voiture. Et dans mon rétro, qu'est-ce que je vois pas? Je vois une espèce de lumière blanche hyper forte, en fait, sur la ligne intérieure. Alors, comme j'ai le flocage en micro-perforé, je vois pas réellement ce qu'il y a derrière, mais je vois cette lumière blanche. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et là, je vois un petit clic. Et je me dis, mince, ils ont pris en photo le flocage. J'ai fait la voiture derrière moi, en roulant, qui prenait en photo le flocage de la voiture. Ça, c'était assez rigolo. Je me suis dit, oh, mais tiens, bon, j'espère que c'était le passager. Mais voilà. Donc, le flocage, ça aide en domicile aussi un petit peu. Mais oui, les réseaux sociaux sont essentiels parce que ça permet aux gens, voilà, quand on met un peu de localisation sur des prestations qu'on fait, des choses comme ça, bah quelquefois on apparaît sur les fils de manière aléatoire ou pas, mais voilà. Et puis les liens après de parents à parents, ouais, ça permet d'avoir de la visibilité. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. Ouais. Okay. Et donc, quand on est accompagnante périnatale, l'évolution, c'est la formation. Oui. Formation personnelle. Ouais. On ne s'arrête pas de se former. Ouais. Et ce qui est très très fort dans tout ça, parce que voilà, j'ai une personne qui m'avait dit, mais toutes les formations que vous avez faites, mais comment vous faites pour garder toutes ces connaissances-là? Parce que effectivement, on va entre l'ostéopathie, l'allaitement, le portage, qui sont des sujets très spécifiques quand on vient faire la formation vraiment professionnalisante. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on fait des formations dans la périnatalité, il y a des choses qui se recoupent beaucoup. Quand on fait une nouvelle formation, typiquement la formation portage physiologique, quand je l'ai faite, j'ai retrouvé déjà les choses que j'avais déjà acquises avec l'initiation au portage que j'avais fait à l'école du bien-être. Et puis voilà, je suis une personne qui adore les tissus, qui adore les choses comme ça, donc c'était très intéressant de faire cette formation portage physiologique. Alors évidemment, quand on est passionné, ça aide aussi à apprendre mieux, parce que le sujet intéresse. Mais voilà. Et puis quand j'ai fait ma formation Rebozo, pour le rituel du Rebozo en postpartum, celle-là je l'ai faite un peu plus récemment en 2023. En fait, en Rebozo, pour pouvoir venir mettre la tension dans le tissu, on fait du pli par pli, comme on fait en portage physiologique. Donc en fait, au fur et à mesure des formations, il y a des choses qu'on repioche des anciennes formations qu'on fait. Donc on réapprend pas tout à zéro. C'est pas des nouvelles choses qu'on apprend. C'est des précisions sur des choses qu'on avait déjà acquises, un petit peu de nouveau, mais qui vient se raccrocher à des choses qui sont déjà acquises. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? L'accompagnement périnatal, moi aujourd'hui, je pourrais pas en vivre seule. J'ai l'ostéopathie à côté qui m'aide, j'ai les consultations allaitement à côté qui me donne aussi du revenu. Donc l'accompagnement périnatal seul, c'est très compliqué d'en être viable. Et le fait qu'en plus de ça, c'est une profession qui n'est pas encadrée, qui commence à être quand même très à la mode. On est de plus en plus nombreuses. Et malgré tout, finalement, quand on compte, voilà, là on est entre la maternité de Bourg-en-Bresse et de Mâcon. Au niveau chiffre, je voudrais pas me planter, mais il me semble que Bourg-en-Bresse, ils sont à des moyennes de 2000 et quelques naissances par an, Mâcon un petit peu moins. Tous les parents ne vont pas forcément vers l'accompagnement parental. Et quand on est une vingtaine, forcément, la demande, elle se divise aussi. Donc, aujourd'hui, dire que c'est viable, wow. On va dire que oui. Après, voilà, c'est là où la question du comment on tire son épingle du jeu, voilà, c'est les formations professionnalisantes, c'est le sérieux du profil au démarrage qui fait que il y a des personnes qui vont mieux s'en sortir que d'autres, forcément. Mais voilà, actuellement, pour moi, c'est pas viable. Sur du mi-temps, éventuellement, oui, mais on en est à peu près là. Ok. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres sur ce côté-là de ton activité? Moi, ce qui me tient vraiment à cœur quand je rentre dans une maison, c'est que quand je reparte, je sente que les choses soient apaisées. Et mon défi à moi, il est là. Quelle que soit la raison pour laquelle je viens, quand je repars, je veux que les gens ils se sentent bien apaisés, ok avec ce qui se passe et voilà. Ça peut être un travail qu'ils vont faire aussi en dehors de ma présence, mais en fait, je vais pas partir d'une maison si je sens que ça va pas. Jusqu'à ce que je sente que c'est stable. Mais si quand même je dors pas sur place. Mais oui, quand je sens qu'il y a des choses qui sont pas complètement dénouées ou qu'il y a des choses à revoir, je reste jusqu'à ce que les parents ils se sentent sereins et qu'ils me disent ok, merci et ça va. Ouais. Et c'est là que je sais que je peux partir de la maison. Quels sont les moments de gratitude? C'est les petits messages que laissent les parents après les prestations. Les retours clients. Ça
C'est vraiment les moments où puis c'était chaud en plus. Du coup, au salon, j'ai eu des parents qui sont revenus me voir de bébés que j'ai baignés parce que je suis sortie de l'école du coup du bien-être. J'étais la première de la région à le faire en réalité en 2020. J'étais la seule qui était là en accompagnement parental et la première à proposer le thérapeutique d'un bébé dans l'un. Et du coup, j'ai revu des parents de bébés qui avaient 5 ans et de bébés du coup d'enfants qui avaient 5 ans et qui disaient oh, tu te rappelles la dame alors non, tu te rappelles pas du coup, mais c'est la dame qui t'a donné ton premier bain et de les voir là, 5 ans les petits choux. Ah là là, c'est génial. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Je pense qu'il faut un bagage pour pouvoir se lancer là-dedans, un bagage pas forcément personnel, même si ça compte un peu, mais un bagage sérieux au niveau professionnel. Pour pouvoir prendre en charge des enfants, et on est d'accord qu'effectivement des bébés à terme en bonne santé, finalement, même si on n'est pas du milieu de la santé, il y aurait pas forcément besoin d'être du milieu de la santé pour les accompagner. Malgré tout, d'avoir des connaissances en santé, c'est hyper important. Parce que on a des bébés quelquefois où on arrive où moi ça m'est arrivé de me déplacer en bain et de pas faire le bain parce que quand j'arrive en fait on se rend compte que la maman me dit oui la sage-femme elle est passée, il prend pas assez de poids, effectivement la courbe elle est à l'horizontale, elle monte pas. Alors, on fait pas le bain bébé dans ces cas-là. Il faut avoir en tête des garde-fous sur certaines prestations et se dire non là en fait ça va pas être possible, on peut pas et on le refera plus tard. Mais là, la priorité, c'est pas de faire le bain, c'est que votre bébé reprenne du poids. C'est important d'avoir une base sérieuse en sciences de santé pour moi, pour faire ce métier-là. Après, bon, je fais partie de ces gens-là, donc forcément. mais c'est essentiel. Et puis après, il faut de l'écoute. Il faut aller faire des formations. Des fois, il faut y mettre le prix sur les formations. Souvent, il faut y mettre le prix. Mais se garantir que les formateurs, c'est des personnes qui sont sérieuses, qui sont dans le milieu, qui sont pros. Et voilà, Isabelle Certelon, en portage physiologique, elle fait du bénévolat en néonate à l'hôpital Croix-Rousse. Elle est hyper pointue dans son milieu de la prématurité et sur le portage. Et j'ai fait sa formation portage et prématurité qui était une perle de formation. Mais je suis allée le chercher avec elle parce que elle, c'était une personne qui était exceptionnelle sur le domaine du portage. Voilà. Et des fois, il faut se payer le culot et effectivement se le payer financièrement d'aller voir des personnes qui vont être vraiment très très pros dans leur domaine. Ok. Ouais. Super. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci d'avoir accepté d'enregistrer un deuxième épisode. En tout cas, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!